Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leurs réussites, leurs échecs. Et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Pour cette 5e saison de Goodberry Podcast, j'ai le plaisir de recevoir Anne Rigbourg, harpiste et directrice du festival d'été de Gargilès. C'est l'histoire d'une adolescente, Anne, qui rencontre un grand professeur de harpe de 89 ans, Pierre Jamet. Une rencontre dans le village de Gargilès qui confirmera la vocation de harpiste de Anne, qui sera même fille au père auprès de cet illustre professeur. Aujourd'hui, le festival de harpe, créé en 1968 à Gargilès par Pierre Jamet, est comme une transmission dirigée par Anne, qui en fait un événement d'échange et de partage. On a parlé de Gargilès, de George Sand, de harpe celtique, mais on a évoqué également Valérie Perrin, Debussy, Artus, Alexandre Dumas ou Vannick Berberian. Allez, je vous embarque à la découverte de Anne Rigbourg, une harpiste au cœur d'un village et un village au cœur. Goodberry, c'est parti. Bonjour Anne. Bonjour Stéphane. Merci de m'accueillir à Gargilès. Merci à toi de venir et de me permettre de parler de ce beau village que j'aime autant. C'est un village que tu connais depuis quand ? Eh bien, ça va faire 41 ans que je suis venue ici, puisque je suis originaire du Nord. Donc, c'est la harpe qui m'a amenée ici, la rencontre avec Pierre Jamet, qui fait qu'il a été un détonateur dans ma vie aussi, puisque j'étais adolescente, en fait, quand je suis venue ici, j'étais assez jeune. Je me posais des questions sur ce que j'allais faire vraiment de ma vie, puisque depuis toute petite, c'était la harpe, la musique, l'enseignement. Je voulais vivre de ça. Je me posais des questions et quand je l'ai rencontré, ça a été clair, quoi. Et en fait, je pense qu'il m'a beaucoup apporté. J'ai eu la chance de le connaître pendant les 9 dernières années de sa vie, en fait. Il avait 89 ans. Il est décédé à 98 ans et c'est vrai que ça a été toute ma vie s'est dessinée par rapport à cette rencontre ici. Petit à petit aussi, je suis devenue très amoureuse du village, très attachée. J'étais comme aimantée. Je reprends souvent, d'ailleurs, à chaque fois que je reviens ici, c'est une sorte j'ai la chair de poule quand j'arrive par le haut du village. George Sand, d'ailleurs, le décrit beaucoup. Elle avait son refuge ici. Elle décrivait ce havre de paix. Et quand j'arrive là, alors je pense que ça correspond aussi à toute ma jeunesse aussi. Mais je vois ce petit village niché, ces petites maisons et l'église sur le rocher avec le château. Enfin, c'est quelque chose de très très fort qui m'émeut à chaque fois que je viens ici. C'est même physique. Ah oui, c'est viscéral, je dirais même. Et c'est à chaque fois que je reviens ici, ça me permet aussi de me ressourcer, de revivre. Et puis c'est un petit village, donc aussi tout le monde se connaît, c'est un autre mode de vie. Enfin, c'est la vraie vie pour moi ici, avec tous les amis, avec année après année, tous les liens qui se sont tissés, les gens qui sont partis. Donc forcément, on a toute notre ADN aussi est fait de ça. Il y a aussi des nouvelles rencontres et ça se rajeunit aussi. Il y a des jeunes qui viennent là, donc c'est des amitiés qui se cimentent, qui se fidélisent de façon très forte, et puis des nouvelles qui s'ajoutent. D'accord. On a la chance d'enregistrer chez toi, côté d'une harpe. Oui. Tu découvres l'instrument comment ? Mes parents on est 4 frères et sœurs. Ils ont voulu nous donner un peu une formation musicale en plus de l'école et ils nous ont inscrits aux classes horaires aménagées du conservatoire de Douai, donc où je suis originaire. Ils nous ont présenté l'instrument. On était une dizaine d'enfants de 6 ans et demi à peu près, donc autour de l'instrument. Alors pour les gens évidemment qui vont pas voir l'instrument puisque c'est un podcast, il faut savoir que c'est une petite enfant qui a 6 ans et demi, qui est assise au pied de l'instrument. J'ai reçu toutes les vibrations, les résonances de l'instrument, mais en plein fouet, quoi. Et puis c'est un instrument qui fait 1m80 de haut, qui est gigantesque. Donc moi j'étais complètement fascinée, mais enveloppée par cette résonance. Et puis la personne commençait à Michel Éloire, je me souviens. C'est comme si c'était hier. C'est vraiment quelque chose qui marque, je pense. Et elle a commencé à parler de l'instrument, des 47 cordes, des pédales. Et je trouvais ça d'une complexité. Et j'avais envie d'en savoir plus aussi. Ça m'intriguait. Et donc, il y avait cette fascination. Et donc, on a eu la chance qu'ils ont accepté notre choix. Parce que moi, c'était l'art pour rien, en fait. C'était voilà. L'art pour rien. Et au bout d'un an, c'est mon professeur, donc Annie Desmarais, qui m'avait ressorti quelques années après cette première rédaction que j'avais fait quand j'étais toute enfant, quoi, en fait. J'étais en CE2, peut-être, voilà. Quel métier voulez-vous faire plus tard ? Eh bien, je voulais faire professeur de harpe, que tous les enfants de la Terre connaissent la harpe, la musique et la harpe, parce que ça fait tellement de bien, la musique, et il faut que tout le monde connaisse cette harpe, la harpe. Enfin, c'était une vocation, et donc faire cette passion son métier, ce qui vient de loin, c'est quand même formidable. Donc c'est pour ça que je suis très heureuse. Là, je vous parlais
de reconnaissance de ce que Pierre Jamet a été un détonateur, puisque j'ai fait les horaires aménagés, donc primaire, collège, et après j'ai fait un bac scientifique en fait. À partir de la seconde, j'étais intéressée aussi par la biologie, tout ce qui est neurologie, les synapses, les neurones. J'étais aussi, donc j'ai eu un moment donné, je me suis dit, mais tout ce qui était scientifique, ça m'intéressait beaucoup aussi. Et je me dis, est-ce que tu es capable de vivre de la musique uniquement? Et en fait, j'ai demandé à mes parents d'avoir au moins 1 an de sursis pour passer tous les concours de harpe, possible, pour voir si je pouvais rentrer, si j'étais capable et si est-ce que ça me convenait. Surtout être capable, parce que il y a aussi de la compétition, c'est un niveau aussi qu'il faut avoir. Et puis si ça marchait pas, bien je rentrais en fac plus tard, quoi. Ouais. Donc ils m'ont laissé ce temps. Et en fait, c'est là que j'ai présenté un concours pour rentrer au Conservatoire supérieur de musique de Lyon. Concours que je n'ai pas réussi, mais j'ai rencontré Marie-Claire Jamet. Et c'est là que ça a été donc en septembre, juste après mon bac, en fait. Et elle m'a dit, la délibération du jury fait que tu rentres pas, mais tu es musicienne, tu as une belle sonorité, il faut que tu revoies beaucoup la technique, je veux bien m'occuper de toi. Et ça a démarré comme ça. Je faisais les allers-retours Douai-Paris toutes les 2-3 semaines. Et au bout de 6 mois, elle m'a dit, tu es prête, tu peux aller voir papa. Donc Pierre Jamet, qui était son père et qui a fait une immense carrière et qui a été précurseur de beaucoup de choses, qui a rencontré Claude Debussy. C'était quelqu'un de vraiment fascinant. Donc j'allais le voir régulièrement à Pavillon-sous-Bois, où il habitait. Mm-hmm. Et c'est là, après, qu'en 83, je suis venue, mon premier été, puisqu'il faisait une académie d'été... à partir du moment où il était à la retraite, en fait, du Conservatoire supérieur de Paris, donc où il était enseignant, il continuait quelques concerts, je pense, mais il en faisait beaucoup moins. Mais les étudiants venaient du monde entier, de la planète entière ici. Comme il était de plus en plus souvent ici, il a commencé à donner des cours, et c'est comme ça qu'il a fondé l'Académie, qui existe toujours, qui est repris par sa fille Francine. Il a été aidé pour faire, fonder un festival en 68, puisqu'il organisait des concerts, il invitait des amis, et puis finalement, donc il voulait que ce soit un tremplin pour les jeunes, puisque c'est un peu l'histoire aussi de la jeunesse de ce festival, et en même temps inviter des grands artistes du monde entier. D'accord. Et lui, pourquoi Gargilès ? Bon, là, il y a des tableaux de Henri Jamet. Son père et sa mère étaient peintres. Mm-hmm. Pierre Jamet est né en 1893 et ils ont acheté cette maison en 1894. Je sais qu'il avait 1 an, celui qui m'en a beaucoup parlé. Bon, ses parents venaient plusieurs mois par an et après de plus en plus. À l'étage, en fait, dans cette maison qui est sur la place du château, là, on peut la voir, il y avait l'atelier de peinture qui était là. Mm-hmm. Donc Pierre Jamet venait peindre aussi. Il a été peintre. Quand j'ai dit que je venais en 83, j'étais stagiaire pour préparer les concours qui avaient lieu en septembre-octobre à ce moment-là. Et puis une fois que j'ai réussi les concours, Marie-Claire et Francine cherchaient toujours quelqu'un pour être logé au père, pour être avec lui, parce qu'il avait quand même jusqu'à 98 ans, il restait seul chez lui, il y avait des personnes qui l'aidaient, mais avoir une personne de compagnie, en fait, et moi, c'était du bonheur. Au début, moi, quand je venais au début, je louais une maison un gîte à Batcon, après à Cusion, donc des petits villages un peu excentrés. Mes parents me déposaient avec ma harpe et mon vélo. Et puis petit à petit, en fait, j'étais tellement de plus en plus souvent là-bas. Et les dernières années, j'y restais 2 mois même. Donc j'ai arrêté de louer des gîtes et j'habitais chez lui. C'était un bonheur incroyable puisque il me racontait sa rencontre avec Debussy, les tournées qu'il faisait, parcourir le monde comme ça dans les années 20, 30, 40. Enfin, quand on voit les moyens de locomotion à l'époque, cette foi inébranlable qu'il avait. Enfin, c'était... Et après les cours, il parlait aussi de l'enseignement. C'était un grand humaniste aussi. Il avait son humour. Enfin, voilà pourquoi donc il est venu là et qu'il est resté jusqu'à la fin. Mmh. Et de tes premiers cours avec Pierre Jamet, quel enseignement tu te souviens ? Alors son credo, c'était ce qu'on appelle l'appui du son. Donc il faut savoir que quand on joue à la harpe, on joue avec la pulpe des doigts, le bout des doigts, et donc c'est pas comme au piano où on a un marteau qui va taper sur la corde. Nous, c'est vraiment le son, donc qui est donné par le. Et donc c'est travailler sur la puissance de son, l'appui pour avoir la puissance et la souplesse. En fait, c'est ce qu'il disait. Pour trouver la puissance, il faut aussi la souplesse. Donc c'est ça pourrait paraître une contradiction, mais donc travailler pour pétrir un peu pour l'appui, et puis le grand respect de l'interprétation du texte, en fait. Il a très bien connu Debussy, Fauré, tous ces compositeurs qui chérissaient énormément tout début 20e. C'est vraiment là où le répertoire de l'harpe est florissant. Je me souviens de cours où il nous faisait répéter, mais
peut-être pendant 1 heure. C'est une ligne, simplement. Et non, on n'a pas ça. Et puis là, pense à appuie plus. Non, plus arpégé. Non, plus serré. Et puis plus. Et on revenait dans le détail. Et en fait, on était au fond des choses pendant 1 heure sur une ligne et demie, mais on avait compris. Et d'un seul coup, il bondissait, il me dit, mais ça y est, mais Fauré était là. Il y avait je me souviens, c'était l'impromptu de Fauré. Et en fait, les 100 ans de sa mort là cette année, donc on va jouer beaucoup de Fauré parce qu'il aimait beaucoup justement Gabriel Fauré. Et trouver l'authenticité, la vérité, parce que c'est vrai que dans la musique classique, on interprète, la musique est écrite, mais il y a aussi une tradition orale qui est là. Et en fait, mais Debussy disait il nous faisait toutes ces citations. On avait l'impression d'être avec tous ces compositeurs. Alors Debussy en particulier, on pourra y revenir parce qu'avec la sonate, il a travaillé sa sonate avec flûte alto et harpe avec lui. Et pour les danses et pour toutes ces choses-là, mais il était beaucoup dans le respect du texte. Et en même temps, je me souviens quand il parlait des cours après. Donc là, j'étais plus vraiment, j'étais toujours son disciple, hein, ça reste mon mentor. Mais il me parlait, donc on servait le whisky. Moi, je prenais un Porto. Il était dans son rocking chair et puis on parlait pendant 1 heure, 2 heures des cours en fait qu'il avait vécu l'après-midi. Et il avait beaucoup de bienveillance, par rapport il savait vraiment cerner chaque élève ses besoins. Et puis il dit, tu sais, là je lui ai dit ça, mais en fait il faudrait peut-être aller plus dans ce sens-là. Et puis et puis tu as vu comment on est arrivé à faire l'interprétation de ça. Enfin, il revenait il revivait tous ses cours. Il était très très attentionné. Il chérissait tous ses élèves en fait, hein, et quel que soit le niveau. Et puis il avait une patience incroyable. Donc voilà, j'ai beaucoup appris sur tout ça. Et quand on est petite, quand on commence la harpe, c'est une question de néophyte, mais on a une petite harpe. Alors maintenant, oui. Ouais. Mais quand j'ai débuté, en fait, il y a la harpe celtique, en fait, celle qu'on connaît en Irlande, en Bretagne, qui est plus petite, n'existait pas encore comme instrument, je dirais, pédagogique comme on connaît maintenant. En fait, il a été commercialisé dans les années 80, plutôt 75-80. Mais moi, quand j'ai débuté, en fait, je faisais partie de la génération où tous les jours, j'allais à vélo au conservatoire pour aller travailler la harpe sur une grande harpe. On mettait un siège assez haut et puis voilà, on pratiquait. Et puis après, au bout de 4-5 ans, mes parents ont vu que j'avais été... voilà, les parents font cette acquisition quand ils réalisent que l'enfant est vraiment motivé. Maintenant, on peut louer une harpe celtique et il y a déjà beaucoup à faire pour la dextérité, apprendre les repères et puis faire corps avec son instrument. Et puis il y a un très beau répertoire aussi qui est propre à l'art traditionnel. Moi, je sais que quand on partait en vacances les premières années, on partait en vacances, on faisait beaucoup de camping, on partait en caravane et au bout d'un moment, je pouvais pas rester aussi longtemps on partait 2 mois, mes parents étaient enseignants. Et je pouvais pas rester 2 mois sans musique, en fait. Donc, on avait loué une harpe celtique. Et finalement, pendant l'été, je jouais du Alan Stivell et je chantais en m'accompagnant. Et j'ai appris aussi à improviser, à décoder un peu toutes ces choses-là. Donc, c'est un autre monde. Ce grande harpe à pédale, c'est l'harpe qu'on trouve dans les orchestres symphoniques, à l'opéra. Mais bon, la harpe traditionnelle celtique a un répertoire qui est passionnant. Donc... Et c'est ce qu'on apprend aussi aux élèves. On peut jouer aussi des petits Mozart, des petits Beethoven adaptés à l'harpe celtique, mais comme elle n'a pas toutes ces modulations, les chromatismes, c'est plus limité. Voilà. À cette époque, il y a des compositeurs ou des pièces de musique qui te marquent plus que d'autres ? Quand j'ai débuté, j'ai eu plus tout ce qui est Hasselmans, les compositeurs harpistes, les harpistes qui ont composé pour leur propre instrument, avec des choses assez techniques, etc. Et moi, ce que j'écoutais en boucle, c'était le concerto de Boieldieu, qui était dans les disques que j'avais. Après, j'écoutais quand même plus... je dirais d'autres musiques. J'écoutais beaucoup, j'aimais beaucoup Gustave Mahler. Quand j'étais adolescente, c'était ce que j'écoutais en boucle, Gershwin et la Rhapsody in Blue. Il y avait des musiques comme ça qui me happaient. Mais le concerto de Boieldieu, c'était quelque chose. Un jour, si je pouvais jouer ça, c'était avec l'orchestre, avec Nicolas Zavaleta. Ça, c'est ce disque-là dont je me souviens. Mais après, je parle de ce que je travaillais pendant l'été, en fait, quand c'était des choses que je choisissais, finalement, c'était par rapport à l'instrument que j'avais. Et donc, je me suis adaptée aussi et j'avais beaucoup de plaisir. C'est pas des choses qu'on nous enseignait finalement au conservatoire.
Et voilà, j'ai gardé d'ailleurs cette passion par rapport au festival dont je m'occupe maintenant, là, depuis plus de 20 ans. C'est-à-dire apporter aussi ce côté de la harpe, c'est un instrument pour moi vraiment pluriculturel. Quand j'ai commencé à m'en occuper, c'était 100% classique, hein. Mais là, inviter aussi des groupes qui défendent cette musique-là, et c'est nos racines, et c'est la grand-mère de cette harpe-là, finalement aussi, hein. Cette harpe diatonique, c'est 1811, 1812, donc il y a toute une histoire en fait avant qui est passionnant à découvrir. L'an dernier, c'était la Renaissance aussi italienne avec l'art baroque qu'on avait invité. Voilà, tous les ans, on essaie d'inviter différents types de harpes. Voilà. D'accord. Il y a des concerts qui te marquent? Ce qui me fascinait beaucoup, c'était plutôt les concerts symphoniques en fait. J'aimais bien les grands ensembles. On avait la saison culturelle, hein, à Douai, où on allait régulièrement, les symphonies de Beethoven, ou toutes ces choses, et ça m'émerveillait. Et puis c'est les premiers moments aussi où j'ai pu jouer dans l'orchestre, c'était Sherazade, Rimsky-Korsakov, ou ces choses-là. Ça, c'est des choses où la harpe, on l'entend, elle a un très beau rôle, et parce que c'est pas un instrument aussi qui est très sonore, donc il faut aussi que ce soit bien écrit. Voilà, donc c'est toutes ces musiques-là, et j'en reviens finalement aussi dans ce que je joue, là en tant qu'artiste, hein. Ce qui me fait le plus vibrer finalement, c'est quand je joue avec d'autres partenaires aussi. C'est le mélange des timbres. Donc j'ai un duo soprano et harpe, ou flûte alto et harpe, flûte et harpe, et puis quintette, le quintette qu'avait Pierre Jamet. J'aime beaucoup jouer dans cette formation, et c'est l'alliage des sonorités, et puis le partage aussi, hein, humainement et musicalement, des couleurs. D'accord. Et ton passage au professorat, donc quand tu deviens professeur, comment ça se passe? Je préparais les concours, et en même temps je travaillais beaucoup dans les orchestres, donc avec l'orchestre de Paris, l'ensemble orchestral de Paris, la saison lyrique d'Angoulême aussi, où j'avais joué la bohème de Puccini. Tout ça, ce sont mes débuts. Tu me demandais des moments forts. Je suis rentrée donc au conservatoire de Lyon avec Fabrice Pierre, et ensuite avec Marie-Claire, et dans toute cette période-là, j'ai pas du tout enseigné. En fait, je pense que ça m'a permis aussi finalement d'intégrer, en fait, d'assimiler, et puis je pense qu'après, on est capable de donner. Voilà, j'avais assez intégré pour pouvoir le redonner aux autres, et puis c'est ce que je me suis efforcée de faire, et je pense que ce qu'on a appris de ces professeurs, et je pense à Pierre Jamet en particulier, c'est une reconnaissance qu'on a, je dirais, à vie et au-delà, parce qu'en fait, on le retransmet, et après, donc j'ai des élèves évidemment débutants, mais après, j'ai jusqu'en licence, hein, au conservatoire de Boulogne-Billancourt, là où j'enseigne. Actuellement, il y a aussi le pôle Sup Paris-Boulogne, et puis le CPES, donc le cycle de préparation à l'enseignement professionnel supérieur. Donc on a des élèves jusqu'à 22, 24 ans. Et donc c'est aussi, on transmet un savoir, une façon de faire, une écoute, et puis une curiosité. Et parce que c'était quelqu'un aussi qui était très curieux, Pierre Jamet. Et je me souviens qu'il y avait une harpe à simple mouvement qui revoyait le jour à ce moment-là. Et il était très très critique, alors qu'il avait 95 ans. Mais il s'intéressait toujours à ce qui se faisait de nouveau. Donc j'ai trouvé que... Et donc par rapport aussi aux nouvelles musiques, c'était vraiment... voilà, passionnant, et donc garder cet esprit d'ouverture, de curiosité, et le transmettre. C'est pour ça que j'ai dit c'est à vie et au-delà, parce que je me dis, j'espère en tout cas j'espère que je transmets, en fait, comme, en tout cas selon ce que je suis aussi, hein, chacun est différent, et puis transmettra différemment selon ce qu'il est, et puis nos élèves après poursuivent, parce que j'ai des élèves maintenant qui sont aussi enseignants et artistes, et donc voilà, c'est une grande leçon de vie sur les décennies. Tu te souviens de tes premiers cours que tu donnes? C'est vrai que j'avais vraiment envie de faire de l'enseignement, et il n'y avait pas de classe, j'avais le diplôme mais pas de classe. Donc en fait j'ai postulé, j'ai fait un dossier pour créer une classe avec toute la conviction que j'avais, en disant c'est un instrument, une harpe, ça coûte un peu cher, mais vous allez le rentabiliser très vite, parce qu'on peut accompagner d'autres instruments, puis voilà le budget pour l'entretien. Enfin c'était tout ficelé avec beaucoup de photos et voilà. Et on m'a fait confiance, donc j'ai créé la classe du conservatoire du 7e arrondissement. Et je me souviens qu'à chaque fois que je venais de chez moi jusqu'au cours, au conservatoire, je me suis dit, mais est-ce que je vais savoir dire les choses? Est-ce que je vais savoir transmettre? Est-ce que finalement ils vont jouer? Voilà, j'avais un peu cette inquiétude, cette appréhension. Et une fois que j'arrivais, c'était le déferlement, et je ressortais tellement heureuse de ce partage. Et en fait, on a toujours 1000 choses à dire, en fait. Non,
c'est passionnant. Et puis, en fait, avec les années, parce que ça fait quand même quelques dizaines d'années que j'enseigne maintenant, je me rends compte que c'est une transmission, on partage un savoir, on a une passion, mais quelquefois aussi, on voit des élèves arriver avec leurs doutes, leurs inquiétudes, ou j'arrive pas à faire ça, ou je vais pas bien en ce moment, ou je vais pas beaucoup travailler cette semaine, ou j'ai des choses... et puis qui arrivent comme ça, avec quelquefois le dos courbé, un peu inquiet, et puis quand ils ressortent avec le sourire, avec cette allure comme ça, mais bien. Et puis on le sent pendant le cours aussi. Quelquefois, il faut parler 1 ou 2 minutes parce qu'on ne va pas se mettre directement à l'instrument. Mais c'est une thérapie incroyable, quoi. Et puis, si on arrive justement avec cette bienveillance et puis savoir trouver comment... quand il y a un passage technique qui passe pas, mais on va y arriver. Et puis, il faut de la patience. Et puis, c'est une répétition de tous les jours. Puis, quelquefois, il y a des mal de dos, des choses comme ça. Donc, il faut savoir bien conseiller aussi pour bien appréhender. Et puis, puis une compréhension. Quelquefois, il y a des musiques qui sont difficiles, quoi. Je pense en particulier à la musique contemporaine. Donc, il faut savoir la décoder, comprendre, et puis en faire quelque chose de ludique aussi pour les plus jeunes. Donc voilà, il y a toujours plein de ressources. Et puis, c'est savoir aussi, c'est ce que j'appréciais et j'admirais chez Pierre Jamet, et c'est savoir chaque enfant, chaque adolescent ont un parcours, c'est une tranche de vie, ils ont des moments, ils sont différents chacun. Donc voilà, on a une pédagogie qui doit s'adapter à chacun. On a la chance aussi d'être... il y a un professeur et l'instrument. C'est pas comme dans une classe ou en formation musicale, par exemple, ou en chorale, où ils sont tout un groupe. Donc là, c'est pas tout à fait la même pédagogie. Là, on est vraiment du sur-mesure, je dirais. Ouais. Quelle est la spécificité de cet instrument par rapport aux autres instruments à cordes ? Disons que c'est un instrument à cordes pincées, donc on produit le son vraiment avec ses doigts. On n'a pas comme le violon jusqu'à la contrebasse, violoncelle, contrebasse avec un archet qui produit le son. Donc pour la harpe, enfin pour ceux qui ont déjà vu une harpe ou qui imaginent en photo, il y a 47 cordes, donc il y a des cordes rouges et bleues, donc qui servent de point de repère. Mais il faut s'imaginer en fait que ça correspondrait à toutes les touches blanches du piano. Et en fait, pour moduler, le pianiste, il va aller jouer sur les touches noires. Et bien nous, on a 2 mouvements de pied à faire. On a 7 pédales pour les 7 notes de la gamme. Et chaque note accidentelle, correspond à 2 mouvements de pied. Par exemple, si on a un do dièse à faire, il faut tendre la corde en appuyant sur la pédale et après la remettre en place. C'est pour ça que la lecture à vue, le déchiffrage comme ça, l'improvisation, n'est pas toujours évident parce qu'il faut anticiper énormément. On a une chorégraphie d'ailleurs à intégrer. Et là, je me suis remise ce matin sur des œuvres que je dois jouer cet automne et donc j'ai tout remis à plat. Et dans mon cerveau, musicalement, dans les doigts, tout allait bien. Mais là, c'était la chorégraphie des pieds qui était à remettre en place, en fait, dans le bon sens. C'est-à-dire pas mettre le ré avant le do, etc. Enfin, il y a des automatismes qu'on a, mais après, harmoniquement, il faut qu'on soit toujours dans l'anticipation pour être juste, pour trouver le bon accord. Et par message, tu m'as dit, le matin, c'est mon temps de harpe. Oui, c'est parce que je me connais aussi, c'est parce qu'on est toujours à donner pour les autres et que, m'occuper du festival, ça me prend beaucoup de temps. Je sais que si j'ouvre l'ordinateur, j'en ai pour 3-4 heures, donc j'ai besoin de me préserver, de me faire du bien d'abord, de commencer par et ça m'allège énormément quand je dis que c'est une ressource aussi. Et quand au moment quand j'ai passé mon bac et qu'il fallait que je fasse un choix et que je me suis dit mais si je fais la recherche en biologie, neurologie, ce qui me passionnait, je me dis mais je voyais l'emploi du temps, enfin des cours en fac, je me dis j'aurais plus mes 2 heures par jour. C'est la musique, c'est viscéral. J'ai besoin de ça en fait depuis que je suis toute petite. Et puis c'est devenu 2 heures. Enfin, c'est le minimum. Enfin, je veux dire en temps, quotidiennement, c'était mon besoin. Et je me dis mais si je fais des études en fac, j'aurais plus ce temps-là. Donc il faut que je peux pas en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me plonger dedans pour voir est-ce que je peux faire que ça. Après dans les temps forts, c'est jusqu'à 5-6 heures par jour. Ça, il y en a certains qui font peut-être plus. Moi ça. C'est déjà beaucoup, mais si je suis à 4-5 heures dans un rythme, quand il y a beaucoup de concerts ou des créations, quand on a des œuvres nouvelles, il y a un temps d'intégration qui est important. Et donc je sais que quand j'ai fait mon instrument, et puis aussi, pour tout dire, là j'ai fait un repos, un break pendant 2 semaines.
Donc là, je sais que je vais m'y remettre une heure. J'ai fait qu'une heure ce matin, je vais faire une heure ce soir, je vais y aller progressivement. Et donc là, je vais faire une grande rando demain, je vais refaire, me remettre au sport. Hein, ça fait partie d'une hygiène de vie, c'est pas vraiment peut-être le mot, mais on a besoin de trouver un équilibre. Voilà, donc je vais m'y remettre petit à petit. Et puis bon, moi, j'ai des gros programmes à monter, donc j'ai envie de me faire plaisir au moment des concerts. Donc je sais que la période de festival, ça va être un peu. Je travaillerai quand je pourrai, mais voilà, je vais beaucoup m'occuper des autres et pour que les artistes, que tout se passe bien, en fait, l'accueil soit bien. Donc je sais que ma harpe sera un petit peu en quarantaine, donc je veux d'ici le début du festival avoir monté tous mes programmes et puis m'être retrouvée avec c'est ma seconde, c'est une partie, ma deuxième moitié, je sais pas comment dire. Et je sais que par exemple pour mes élèves, j'ai des horaires aménagés, hein, donc à Boulogne, j'ai des élèves de 9h à 10h, 10h30. J'essaie de me garder la fin de matinée, 1h30, 2h pour moi, et puis après je reprends les cours. Donc je préfère être sur plusieurs jours, mais avoir toujours ce contact avec l'instrument quotidien. En fait. Et c'est tellement imposant que c'est même une personne dans la pièce. Oui, hein oui. C'est imposant et c'est lourd aussi, donc c'est pour ça que... Quand tu arrives à Gargilès, le festival existe déjà ? Ah bah oui, parce que le festival est né en 68, hein, donc comme je disais tout à l'heure, il a fondé ce festival. Moi, je venais là. D'ailleurs, j'ai assisté au concert le dernier concert dans le cadre du festival, donc a fait Pierre Jamet. Il avait 90 ans. Il a dirigé avec l'ensemble intercontemporain dirigé par Pierre Boulez les danses de Debussy, que Pierre Jamet avait joué lui-même aussi avec Claude Debussy. Donc c'était une façon de boucler la boucle. Il disait ce sera mon dernier concert. Et Pierre Boulez lui a fait cette grande amitié de venir. Et le festival continuait. Voilà. Et en fait. Bon, moi, après, j'ai eu ma vie, hein, j'ai eu des enfants, donc je continuais à venir. Et je venais assister simplement au concert, au festival. Pas en tant que bénévole, ni... Ah non, je venais juste assister au concert, voilà. Et puis, dans les années 2000, en fait, l'équipe de bénévoles qui ont œuvré quand même pendant 35 ans, en fait, à ce moment-là, à peu près, ils ont dit, bon, voilà, nous, on arrête 30-35 ans. Enfin, nous, c'est bon, on arrête. Ils ont remis le dossier le dossier d'association à Vanik Berberian, qui était maire du village. Et au bout de quelques années, dans cette période-là, j'écrivais beaucoup d'articles sur dans une revue, sur des coups de cœur, en fait, des CD d'artistes que j'aimais bien, ou un concert, ou au moment, par exemple, de l'ouverture du musée de la musique à la Cité de la Villette, en 95, je crois. Et puis, c'était des comptes rendus de concerts aussi. J'avais eu un coup de cœur sur un artiste, ou voilà, je faisais ça, c'était assez spontané. Et donc, quand je venais écouter les concerts, je me souviens d'une fois où Jean Giroux m'avait dit, une personne, et deux sont venus vers moi en disant, mais t'écris des articles, tu vois des concerts, mais tu pourrais pas donner des idées un peu, parce que, en fait, Vanik, il se retrouve à s'occuper de ça, et il faudrait diversifier, Et en fait, les gens venaient beaucoup par rapport à Pierre Jamet aussi. En fait, donc, les années 2000, c'était 10 ans à peu près, 2001, enfin, après son décès, ça s'est soufflé un peu. Moi, c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait un peu moins de monde, mais je me suis dit, c'est un week-end qui marche un peu moins bien. Enfin, j'étais moi vraiment extérieur, quoi. Et donc comme Vanik, je le connaissais bien parce que quand j'étais venue toute jeune, il était président de l'office de tourisme. Ouais. Il organisait plein de trucs et on l'adorait. Nous, en étant jeune, c'était le mec du pigeonnier, on l'appelait, parce qu'il était dans l'office de tourisme, était dans le pigeonnier à l'époque. Donc c'était le mec du pigeonnier. Et on l'adorait parce qu'il était un peu notre soupape, un peu aussi. Et voilà, donc on a fonctionné en tandem. Moi, j'ai proposé des noms d'artistes. Puis de fil en aiguille, Vanik me faisait confiance et il me disait, voilà, t'as cette enveloppe-là, est-ce que tu peux? Puis on choisissait les dates ensemble. Et puis moi, je me souviens d'au bout de, 7, 8 ans, 9 ans, je pleurais parce qu'on avait 40-45% de fréquentation. Donc je disais, mais Vanik, tout ce travail pendant l'année. Alors moi, je venais avec mes enfants dans le gîte de la ferme, là, le gîte des pèlerins. Et donc on allait se balader, c'était vraiment le côté bucolique. Alors on venait à la Toussaint en février, en avril, enfin. Mais voilà, j'étais un petit peu découragée. Je me dis, mais si ça plaît pas, on arrête en fait, si les gens viennent pas. Et puis après, on a commencé à discuter dans ce que je disais tout à l'heure, de peut-être proposer la harpe dans un autre lieu de patrimoine. C'est-à-dire que le public, les fidèles en fait du festival entendraient la harpe avec une autre acoustique. Moi, ça me permettrait d'avoir aussi... Secrètement, j'avais besoin d'une bouffée d'oxygène aussi, d'aller ailleurs aussi, de sortir. Et puis quand j'avais visité l'abbaye de l'Après, je trouvais que c'était tellement un lieu incroyable. Et puis à Neuvy-Saint-Sépulcre aussi, la basilique. Enfin, il y a eu plein d'endroits du coup qu'on a fait. On s'était dit tous les 2 ans. Au départ, il m'avait dit on va faire une dizaine de lieux. Je dis non,
on va faire un, et puis finalement on est resté sur un parce que faut déjà. Puis ça reste quand même le festival de Gargilès et on s'ouvre sur un autre lieu. Donc là, depuis 2 ans, on fait le Menou. Voilà, ça permet de travailler aussi avec une autre équipe. Et puis je me disais, c'est aussi aller dans un autre lieu parce que je me rendais compte qu'à 10 km de là, on connaissait pas la harpe. Et puis on connaît peut-être le village, mais pas ce festival. Et donc, en fait, amener aussi un autre public, ceux qui étaient de l'abbaye de la Prée de venir après ici. Donc s'ouvrir un peu sur tout ça. Puis après, donc je parlais tout à l'heure de cet instrument pluriculturel, rajouter encore un autre concert, parce qu'on était à 4 concerts au départ. Et puis donc rajouter un concert avec une autre, pour garder la dominante classique, disons, et donc avoir un autre concert en plus avec le jazz, par exemple un musicien de jazz ou la musique très actuelle, ou voilà. Et puis après on a rajouté aussi un concert de baroque, en fait, vraiment avec la harpe spécifiquement, ou renaissance, enfin médiévale, ou l'harpe médiévale, enfin voilà, musique ancienne, on va dire. Voilà, et de fil en aiguille, on est arrivé à 7-8 concerts. Là, il faut on se réduit à 7 concerts. Et puis, il y a eu le Baltrad aussi. Alors là, je me souviens que Vanny qui disait, ouais, tu fais un grand écart, là. C'était vraiment ton esprit d'ouverture, là. Ça va quand même, quoi. Mais parce que c'est vrai qu'en Bretagne, on danse aussi au son de la harpe. Et puis, il y a la cornemuse. On connaît les maîtres sonores de Georges Sand. C'est toujours aussi cet esprit, quand je parle de visiter des lieux, c'est aussi dans des villages aussi, ça a une histoire par rapport. On est allé à Nouan-Vic aussi, hein, où donc Georges Sand vivait, enfin, à Nouan. Donc toujours trouver, il y a toujours un fil d'Ariane, hein, quelque chose qui nous relie. Et finalement, avec la harpe celtique, on peut danser au son de. Et puis moi, j'avais mon compagnon avec qui on fréquentait beaucoup les baltrades. Et j'aimais beaucoup danser. Donc je me suis dit, c'était lui d'ailleurs qui avait dit, mais il faudrait faire un baltrade dans le festival. Je dis, allons-y. Et puis en fait, c'est possible ça fait 4 ans, mais c'est possible uniquement parce qu'il y a les gens du village qui sont là et c'est vraiment des gens. Enfin, vraiment formidable. Donc, il y a l'association Loisirs et Culture qui est là. C'est une autre association qui organise d'autres, des randos, des fêtes, enfin d'autres choses, concours de pétanque. Enfin, et puis le côté culture, c'est leur façon d'être pour que le festival continue. Et puis c'est faire connaître aussi, sortir le festival du bourg, parce que là, je vous parle du festival, mais on était toujours dans l'église. Quand j'ai dit que j'avais envie de sortir dans un autre lieu, voilà. Et faut savoir que le petit village de Gargilès, le bourg, hein, qu'on connaît bien, mais il est quand même le village, c'est Gargilès d'Ampierre, qui est étendu sur à peu près 16 km². Et rien que le village, en fait, il y a aussi le bord de Creuse, la Chaumerette, la petite auberge, et puis il y a un lieu qui est complètement bucolique, qui n'a tellement rien à voir avec le bourg. Et donc c'était aussi le fait d'amener au moulin, en fait, hein, la Chaumerette, le moulin, le festival aussi s'étendre un petit peu tout en restant chez nous. Et puis c'est vrai que il y a le Son Continu qui est un festival qui est extraordinaire. C'est un lien aussi. Enfin, je veux dire donc je m'attache beaucoup à ce qu'est la vielle à roue, la cornemuse et la harpe. C'est-à-dire qu'il y a 2 groupes et il y a toujours la harpe celtique. C'est toujours vraiment ce qui est. Et puis après, je me dis la vielle à roue, c'est la harpe berrichonne en fait. Donc, voilà, je trouve des prétextes, pour que ça garde un sens. Voilà. Ouais. Mais en même temps, je pense que ma plus grande joie, c'est aussi ça fait 2012 que j'ai ouvert. Il y a aussi les buffets de produits régionaux, donc on propose après les concerts du vin de Valençay ou de Reuilly, donc c'est de chez nous. Il y a le jus de pomme de la Maison de la Pomme. Enfin, et puis des terrines. Enfin, il y a plein de choses aussi. Voilà, d'ici, le pâté de pommes de terre, etc. Donc ça permet d'avoir une petite dégustation et c'est surtout pour les artistes parce que moi en tant qu'artiste je sais que quand je fais beaucoup de concerts en milieu rural et on peut rester 2 jours mais on n'a pas le temps de forcément tout visiter et puis de partir avec une saveur et d'avoir un moment après le concert parce que on a une montée d'adrénaline, tout ça, on donne tout ce qu'on a, on a le retour des applaudissements, etc. Mais avoir pouvoir échanger avec le public, pour moi, c'est quelque chose de très fort. D'abord parce qu'on n'a pas cette solitude, on tombe d'un coup un peu, c'est quand même d'avoir une sorte de prolongement et puis savoir ce qu'ils ont aimé, et c'est passionnant parce que quelquefois on n'est pas toujours les mêmes à chaque concert et des choses où on s'est senti bien et qu'on a aimé donner et qu'il y a 10 personnes qui disent mais qu'est-ce qu'on a aimé cette œuvre-là et on se dit il y a une sorte de chemin, en fait, de lien qui se fait comme ça avec le public, donc ça fait du bien aussi de savoir qu'on a des retours. Après, d'autres qui ont moins aimé telle ou telle pièce, donc ça nous permet de réfléchir aussi, de voir comment.
Voilà, et donc le public aime ça, et je pense que c'est à ce moment-là, quand je vous parlais je pleurais un peu parce qu'il y avait 40-45% de fréquentation, mais finalement le public aime bien aussi cette chose-là. Alors je pense c'est un tout, hein. On a diversifié aussi la communication, mais le public est de plus en plus nombreux, et jusqu'au moment du Covid, on était à 90-95% de fréquentation, donc ça a augmenté d'année en année. Donc on s'est dit bon on va continuer cette chose-là. Tu organises un festival que toi tu aimerais écouter, ou tu organises un festival que tu imagines que les gens vont aimer? Les deux. Les deux? Oui, voilà, les deux. Les deux, parce que c'est forcément ce que j'aime, et c'est des gens que j'apprécie. J'essaie de renouveler au maximum, parce que des artistes, quand ils viennent, ils m'ont dit mais je peux revenir l'année prochaine ou dans 2 ans. Mais voilà, là c'est vrai qu'il y a des artistes, ça fait 3-4 ans que j'aimerais qu'ils viennent, mais on n'a pas réussi parce qu'au niveau des calendriers ça fonctionne pas. Et donc là je sais que quand je dis que c'est un an de préparation, c'est plutôt même 18 mois, parce que ça fait déjà plusieurs mois que je me dis cet artiste-là, j'ai pas pu l'inviter 2024, donc elle viendra. Donc j'essaie d'avoir aussi quelque chose de diversifié, et je pense beaucoup au public. Bon, alors je marche beaucoup, j'aime bien. Là, demain matin je vais faire ma grande rando, c'est avec une association, je découvre je me laisse porter aussi, c'est ce côté, j'aime bien porter ce festival, mais j'aime bien aussi me laisser porter, donc dans la nature, et on échange avec les gens qui viennent quelquefois au concert ou à d'autres occasions. J'aime bien avoir les retours. Enfin, je suis à l'écoute de ce qu'ils ont aimé, et puis voilà ce qu'ils aimeraient entendre, ou ce qu'ils ont entendu par ailleurs. Et donc voilà, j'essaie de diversifier au maximum, et forcément ce sont des choses que j'aime bien. Mais après je fais confiance quand il y a toujours un récital de harpe, par exemple, une jeune soliste, ça c'est toujours le côté Pierre Jamet, le tremplin pour un jeune. Et donc il y a beaucoup de concours internationaux à Bloomington, en Israël, à Munich. Enfin donc on a toujours un vivier. Voilà, qui se renouvelle. Et après, il y a Sivan Magen, par exemple, un Israélien que j'ai voulu inviter depuis au moins 10 ans, qui est venu que l'an dernier, hein, mais l'an dernier ou il y a 2 ans. Mais voilà, après, on a envie d'artistes. J'ai un catalogue, une liste de choses. Et pour le récital, le soliste, je lui laisse carte blanche. Tu parles de randonnée, ça t'apporte quoi la randonnée? La randonnée, c'est une sorte d'évasion, être à l'écoute de la nature, et observer, puisque randonner à l'automne, c'est pas du tout la même couleur qu'en hiver, alors quelquefois on randonne aussi, il fait froid, sous la pluie, dans la boue, et puis dans l'été, à la fraîcheur du matin, et puis c'est des gens qui sont simples, qui sont rayonnants, qui ont le plaisir de la vie, et qui sont pas du tout dans la musique, qui aiment bien aller au concert, qui sont très intéressés, très curieux, mais ça me permet de parler d'autres choses et de sortir de mon milieu, et oui, c'est simplement voir la nature, et puis les fleurs, et puis entendre, ça c'est mon côté musicienne, mais j'entends un oiseau, j'essaie de retrouver l'oiseau, que ça représente, et puis entendre le dialogue entre les oiseaux, et puis voilà, après on parle, et puis chacun amène des choses, on mange aussi à la fin, on boit un verre ensemble, et puis c'est passer des heures. Après ça, je le fais dans le cadre d'une association, je me laisse porter, mais j'aime bien aussi prendre mon vélo, et puis ou partir à pied, moi toute seule, pour avoir cette solitude, le silence de la nature, dans la nature. Mais sinon, j'habite à Saint-Cloud, j'enseigne donc à Boulogne-Billancourt, et donc j'aime bien aller au parc de Saint-Cloud, hein, qui est quand même gigantesque, il y a de quoi faire. Et je prends mon vélo aussi pour partir par là. Et puis mes parents avaient pris une maison en Anjou qu'ils ont retapé complètement. Et donc quand on va en Anjou, il y a à Béhuard, c'est sur une île au milieu de la Loire. Là, c'est pareil, c'est la quiétude, c'est une ressource aussi incroyable, le silence de la vie, surtout moi habitant en plus en banlieue parisienne, parce que je suis pas quand même dans Paris, donc je suis quand même dans un endroit calme, mais j'ai besoin de ce calme de la nature. Bon, super. Anne, on va arriver à la fin du podcast. J'ai toujours quelques dernières petites questions que j'aime bien poser, moi. Je vois qu'il y a beaucoup de livres derrière toi. De livres, ouais. Ouais. Si tu avais un livre à me conseiller. Alors là, il y a beaucoup de livres c'est des polars que j'avais achetés quand j'étais dans le confinement ici, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour lire, parce que c'est vrai que j'avoue que je suis plus dans une génération, j'aime bien regarder des podcasts, tout ça, donc je lutte pour pouvoir me garder du temps. Donc là, j'étais en Anjou avec maman et mon frère pendant 10 jours, et j'avais amené plein de bouquins. Je dirais Valérie Perrin. En fait, Valérie Perrin, c'est une autrice que j'ai découvert grâce à ma sœur, qui m'a offert un livre à Noël.
changer l'eau des fleurs. J'ai tellement adoré, je suis un peu comme ça aussi. Hein, et j'ai acheté le livre 3, Les Oubliés du dimanche. Enfin, c'est vraiment une autrice qui, on rentre dans son univers, elle a une construction, c'est passionnant. Ouais, il y en a beaucoup, hein, Sylvain Tesson, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup sinon les romans historiques ou les biographies, en fait. Et là, j'ai un livre sur Gustave Mahler, enfin sur l'âme sœur, sur une confidente qu'il avait. Donc ça, je vais me passionner dedans. Donc c'est aussi des tranches de vie, aussi des gens qui racontent. Et puis bon, je parlais de George Sand tout à l'heure. Donc son dernier amant lui a offert son refuge ici. Elle venait ici c'est en 1857, je crois, pendant 7 ans, 8 ans, elle est venue ici, elle se réfugiait, et puis elle aimait ce calme, et elle se ressourçait, elle écrivait beaucoup. Et elle a écrit, entre autres, Elle et lui, donc un roman que j'ai jamais lu, en fait, et je me dis, tiens, un jour, il faudrait que tu prennes le temps. Alors, George Sand, c'est des gros pavés, donc voilà, moi, je peux pas ne pas citer George Sand, parce que c'est une source d'inspiration, en tout cas ici, par rapport à la vie qu'elle menait. Plutôt cinéphile aussi? Oui, j'aime beaucoup. Un film à me conseiller? Conseiller, alors moi à conseiller, disons que moi j'ai beaucoup aimé ce que j'aime moi, ça va pas forcément, parce que j'ai beaucoup aimé le film de Comte de Monte Cristo, donc d'Alexandre Dumas, et il se trouve que j'y suis allée avec mon deuxième fils là, et il me dit maman, on va tout le temps voir finalement des films d'après des romans d'Alexandre Dumas, et c'est vrai que le film d'avant que j'ai eu à aller voir avec lui, c'était Les Trois Mousquetaires, et voilà, non, c'est vrai que j'aime beaucoup aller au cinéma, mais même toute seule en fait, voilà, c'est des moments avec mon fils où on se fait un petit resto après, ça permet d'avoir des petits moments comme ça. Sinon, il y avait rien à voir, mais un petit truc en plus. C'est vrai que j'aime beaucoup aussi les humoristes, et Artus, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et c'est son côté, le côté inclusif aussi. Traiter le handicap avec cette dérision, mais avec très bien fait. Et je l'ai découvert par Jérémy Ferrari, où j'aime bien regarder de temps en temps comme ça pour se détendre. Et donc là, c'est plutôt une critique acide, je dirais, de l'actualité. Mais Artus, en fait, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai vu à la sortie parce que j'aime bien cette personne. Et puis je me dis, mais non, il a eu du courage de faire un film comme ça. Et quand j'ai vu le déferlement après, je me dis, c'est mérité aussi. Donc je trouve que c'est plutôt par rapport au côté inclusif et puis ce côté c'est de progresser aussi dans ce domaine-là. Hein. J'ai eu une élève aussi récemment là qui est sortie, qui rentre en licence à l'école supérieure de Strasbourg, donc je suis très heureuse pour elle, mais qui s'est retrouvée en situation de handicap en fauteuil, et puis je connais des gens comme ça qui sont en fauteuil, et c'est pas une vie qui est aussi facile, donc c'est important d'en parler. Voilà. Bon, et dernière question, Anne, qui est rituelle sur le podcast. Quel est l'endroit que tu préfères en Berry? L'endroit que je préfère dans Berry alors il y en a... Berry, c'est large en fait. Oui. Tu te sens bien? Je me sens bien, alors forcément je vais dire Gargilès parce que je me ressource. Et du coup, si je dois citer un lieu précis, oui, je vais citer le long de la Creuse, là, quand je vais me baigner, que je me pose avec... donc je parlais de la Chaumerette, le long de la Creuse. Mais sinon, c'est parce que c'est dans la nature. Voilà. Mais sinon, il y a le Rocher de la Fileuse aussi, quand on avec cette vue, et se promener là-bas, et marcher, puis se poser là en face, ou simplement aller là-dessus, parce que j'aime bien aussi, j'ai déjà fait ça une fois, être sur les rochers, donc sur les ruines, pardon, et sur les ruines de Crozant, et chercher où Monet avait installé son chevalet, parce que je prends les photos, puis non, c'était là, c'était ici. Donc j'aime bien, puis faire du kayak aussi, descendre après et faire du kayak, donc... Alors le Berry, il y a tellement de lieux magnifiques, il faut tout. J'ai cité des lieux de patrimoine tout à l'heure, je pense que c'est déjà ça. Après, si c'est pour se poser, rien que le petit village, et puis s'abandonner un peu dans l'eau de la Creuse, et puis y aller avec un bouquin, et puis discuter avec des amis, parce qu'il y en a certainement qui vont venir. Voilà, super. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi. Salut. Merci. Salut, ciao. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à découvrir ce magnifique festival de Gargilès. Je mets les coordonnées sur les réseaux sociaux de Goodberry. Je vous souhaite une excellente saison 5, pleine de découvertes et de talents, et vous laisse en compagnie d'Anne et de sa harpe, un peu de douceur avant le rush de la rentrée.